Salut les topovores, on vous a déjà parlé des pseudosciences et on s'est dit que ça pourrait être sympa de vous parler des traitements pseudo-médicaux étranges qui existent. Vous savez, ces méthodes non conventionnelles très discutées comme disons l'homéopathie. C'est parti pour le top 5 des pseudomédecines légèrement what the fuck qui ne vous guériront jamais d'un cancer. Ignaz Peczeli a 11 ans lorsqu'il réalise une découverte extraordinaire. Un jour, alors qu'il se balade dans la forêt, il est attaqué par une chouette. En s'enfuyant, il casse malheureusement la patte de l'oiseau. Au moment même où la fracture a lieu, il note l'apparition d'une ligne noire dans l'iris de la chouette et conclut que la fracture est responsable de cette tâche. C'est de cette observation très précise, il faut le dire, que Peczeli développe plus tard l'iridologie. Cette méthode de diagnostic est basée sur l'idée que chaque organe du corps est représenté par un secteur de l'iris. Un iridologue va donc se baser sur les taches et les couleurs présentes dans les iris pour établir un diagnostic de la santé. Par exemple, un iris bicolore serait une indication de prédisposition au diabète. Une tache blanche, quant à elle, indique un processus de vieillissement prématuré, voire une tendance à l'artériosclérose. L'idée étant d'anticiper des éventuelles faiblesses de votre corps, l'iridologue vous conseille ensuite éventuellement un traitement de vitamines ou de compléments alimentaires. Mais qu'en pensent les médecins et les chercheurs? Pour l'instant, il n'y a pas de preuves scientifiques suffisantes montrant que cette technique de diagnostic fonctionne. Toutes les études réalisées selon les normes scientifiques tendent à démontrer qu'un diagnostic correct est toujours, mais alors toujours attribué à la chance. Au-delà de la simple démonstration empirique, la méthode en elle-même interroge. L'iris est utilisé comme identifiant biométrique, c'est-à-dire servant à l'identification des personnes au même titre que les empreintes digitales. Si sur le long terme des modifications liées au vieillissement de l'iris pourraient être observées, il semble peu probable que des modifications à court terme soient possibles, vu que ça rendrait l'identification impossible. De plus, dans la théorie iridologique, chaque fibre du nerf optique est connectée avec l'iris. Cependant, aucune évidence scientifique n'a pu montrer un lien entre les deux, et les fibres nerveuses entre l'œil et le cerveau ne transmettent des signaux que dans un sens, de l'œil vers le cerveau. En clair, l'iridologie n'éclairera certainement pas votre vie. Si vous êtes jeune parent, vous avez probablement déjà été confronté à l'apparition des dents de lait de votre enfant. Et peut-être vous a-t-on conseillé un collier d'ambre pour soulager les douleurs et faciliter l'endormissement de votre cher bébé. C'est ce qu'on appelle de la lithothérapie, c'est-à-dire se soigner grâce aux cristaux et aux pierres. L'utilisation des pierres en médecine n'est pas nouvelle. Pline l'Ancien, par exemple, décrivait déjà les effets de certaines pierres. L'exemple le plus connu était la smaragdus, aujourd'hui plus connue sous le nom d'émeraude, et qui aurait la capacité d'aider des problèmes de vue lorsque l'on regarde à travers elle. Ainsi, Néron regardait les spectacles de gladiateurs à travers une lentille d'émeraude pour se protéger les yeux du soleil. De nos jours, cette pratique a été popularisée dans les années 1970 par le mouvement New Age, et même les stars s'y sont mises. La princesse Diana, Katy Perry, Adele, Kylie Jenner, elles sont toutes convaincues de l'effet des cristaux. Les lithothérapeutes expliquent que chaque cristal possède de l'énergie et émet des vibrations particulières qui peuvent influer sur les réseaux énergétiques du corps, c'est-à-dire sur les chakras. On peut appliquer des pierres sur un des points des chakras, voire à des points d'acupuncture selon la pathologie visée. À noter que l'effet des pierres est aussi optimisé selon les affinités avec les signes astrologiques du patient. Après leur utilisation, les pierres ont donné toute leur énergie et il est nécessaire de les purifier, par exemple sur du gros sel, ou de les recharger, par exemple en les laissant au soleil. Mais sur quelle base scientifique ou médicale ces théories se reposent-elles? Eh bien, ne soyez pas surpris, mais en réalité sur aucune. Substance radioactive mise à part, le monde minéral est inerte par essence et ne peut donc pas produire spontanément d'énergie sous forme de vibration. Les scientifiques se sont d'ailleurs assez rapidement désintéressés du sujet, mais le peu d'études sérieuses qui existent
spécialistes prouvent que les pierres agissent comme des placebos. Revenons-en à notre exemple de départ, les colliers d'ambre. Outre les effets de vibration, les adeptes clament que l'ambre relâche une substance appelée acide succinique qui aurait des propriétés analgésiques une fois absorbée par la peau. S'il est vrai que l'ambre contient et peut libérer de l'acide succinique, cela arrive seulement lorsqu'elle est chauffée à 200 degrés. Donc à moins d'avoir une très grosse fièvre plus susceptible de le liquéfier qu'autre chose, l'ambre n'aidera pas beaucoup votre enfant. En effet, il pourrait même le tuer en l'étranglant, et non, ça, ce n'est pas un mythe. C'est bien connu, les couleurs jouent un rôle sur notre humeur. On dit que le bleu est apaisant, le jaune aide à se concentrer et le rouge est stimulant, voire énervant pour certains. Mais si les couleurs pouvaient aussi avoir d'autres effets sur notre corps, c'est ce que propose la chromatothérapie. Cette théorie a été développée il y a 40 ans par le docteur Christian Agrapar, neuropsychiatre et acupuncteur, et prône le pouvoir thérapeutique des couleurs. Pour guérir, les chromatothérapistes utilisent des lumières colorées projetées sur les patients. La couleur mobilise alors une énergie climatique comme la chaleur, le froid, la sécheresse ou l'humidité qui va alors faire réagir le corps en opposition. Par exemple, le rouge est associé au froid, et en l'utilisant sur un hématome, nous aurons donc une réponse de chaleur par l'organisme qui apaise donc la douleur. Et ce qui est fantastique, enfin ou pas, c'est que la chromathérapie propose de traiter des traumas, des dépressions, stress, troubles du sommeil, arthrite, tendinite, zona, cicatrices. Bref, ça touche vraiment à tout. Pourtant, la méthode n'est pas du tout reconnue scientifiquement. Les défenseurs de la chromathérapie opposent que la lumière est déjà utilisée en photothérapie et en luminothérapie. La première pour traiter certaines affections, la seconde dans le traitement des symptômes associés à la dépression saisonnière. Si le principe de ces thérapies semble le même, c'est-à-dire soigner avec les couleurs, la démarche est radicalement différente. Toutes les techniques de photothérapie sont étayées par des articles scientifiques à comité de lecture et les effets produits par la lumière lors du traitement sont connus. Par exemple, un bain de lumière blanche est indiqué dans le traitement de la jaunisse du nourrisson, maladie bénigne très fréquente due à un excès de bilirubine. Ce pigment jaune est produit lors de la dégradation de l'hémoglobine et est toxique pour le cerveau. Chez certains nouveau-nés, le foie n'est pas encore capable d'éliminer cette bilirubine qui peut alors s'accumuler dans le corps. Or, cette dernière est sensible à la lumière qui la transforme en un isomère soluble, inoffensif, éliminé directement dans les urines. Donc l'utilisation de la lumière dans ce traitement est raisonnée et ne se base pas sur des concepts non prouvés. Rien à voir avec la chromathérapie qui, loin de vous guérir, vous proposera au mieux de réviser votre palette de couleurs. Ah, l'hydrothérapie du côlon. C'est le moment de la vidéo où on va parler de choses un peu plus rigolotes, comme le caca. La légende raconte que les Égyptiens découvrent le lavement en observant et en imitant les ibis avec leur long bec. Ils font pénétrer de l'eau de mer dans leur rectum pour se purger. Parmi les nombreux médecins spécialistes décrits dans les papyrus médicaux retrouvés, il existait des spécialistes des lavements qu'on appelait iri, c'est-à-dire tout simplement bergers de l'anus. Pendant les siècles qui ont suivi, le lavement a permis aussi bien l'administration de médicaments que de traitements pour certains troubles digestifs. Aujourd'hui, il est toujours utilisé pour préparer le rectum avant une procédure médicale, comme par exemple une coloscopie ou pour soulager mécaniquement la constipation chronique. Cependant, à la fin du 19e siècle, une nouvelle théorie va ouvrir la voie au lavement hygiénique appelé hydrothérapie ou irrigation du côlon. En effet, en 1888, le docteur Charles Bouchard formule l'hypothèse selon laquelle l'homme est habité par des petits organismes qui, s'ils ne sont pas correctement éliminés ou s'ils prolifèrent, pourraient causer un empoisonnement interne et donc la maladie. Comme vous vous en doutez, le traitement consiste en un lavement, donc à introduire dans le rectum de l'eau pour déloger les résidus de sel qui n'ont pas été évacués naturellement et qui, selon le docteur, pourrissent dans le côlon. Si l'idée n'était pas totalement fausse, en effet aujourd'hui on étudie de plus en plus le lien entre certaines maladies et les perturbations du microbiote, la théorie de l'auto-intoxication a rapidement été discréditée et abandonnée par la communauté scientifique. Cependant, elle a trouvé un écho particulier parmi les médecines alternatives qui ont vu un nouveau terrain à exploiter, le nettoyage préventif du côlon comme cure détox. Et là, j'insiste bien sur le terme préventif et cure détox, s'il vous plaît, puisque
puisque c'est de ça dont on va parler. Dans ce cadre, les adeptes de l'hydrothérapie du côlon réalisent des lavements chez eux ou chez des hygiénistes en utilisant aussi bien des solutions d'eau, souvent d'eau du robinet d'ailleurs, ou bien des préparations naturelles à base de plantes. Certains n'ont peur de rien et réalisent leur lavement au café. Les avis sur la toile semblent unanimes, on se sent mieux, moins stressé, plus énergique et évidemment plus léger. Pourtant, les avis scientifiques sont aussi unanimes, les lavements hygiéniques n'ont aucun intérêt et s'ils sont trop fréquents, ils vont augmenter l'absorption des toxines par le côlon en diminuant l'efficacité de la flore bactérienne. Et donc finalement, le traitement fait exactement l'inverse de sa promesse. De plus, ce remède miracle n'est pas sans danger, surtout lorsqu'il est réalisé par des amateurs, sans prescription et conseil d'un spécialiste. La plupart des revues de littérature scientifique notent des effets secondaires très courants, comme des crampes et des douleurs abdominales, mais aussi et plus rarement des perforations rectales et péritonites, voire la mort dans les cas les plus graves. Effectivement, si l'eau n'est pas stérile ou si le matériel est mal nettoyé, on comprend bien que ça peut poser de graves problèmes d'infection. Bref, c'est prendre beaucoup de risques pour nettoyer un organe qui se gère très bien tout seul dans la plupart des cas. Avez-vous déjà fait un câlin à un arbre pour vous sentir mieux? Si oui, vous connaissez peut-être la sylvothérapie qui utilise la nature comme ressource thérapeutique. Dans les années 80, au Japon, l'Agence nationale des forêts nippones lance une campagne de grande envergure, invitant la population à aller se ressourcer dans la forêt pour se soulager du stress. C'est ainsi qu'est né le Shirin-yoku, qui signifie littéralement « bain de forêt ». En France, vous l'avez compris, on appelle cela la sylvothérapie et elle consiste à se balader en forêt et à enlacer les arbres. Si vous enlacez un tilleul par exemple, vous serez comme réconforté dans les bras d'une mère qui pourra écouter vos colères et vos rancœurs. Si au contraire vous avez besoin de renouer avec votre virilité, c'est près d'un chêne qu'il faudra vous attarder. Et si vous avez besoin d'un ami, cherchez un châtaignier, je vous assure, il saura vous écouter. Au-delà de ces idées un peu saugrenues, il faut bien l'avouer, on peut malgré tout objecter qu'une balade en forêt, c'est toujours bénéfique, et c'est sûr. D'ailleurs, des scientifiques ont constaté une baisse du cortisol, l'hormone principale du stress, après une séance de Shirin-yoku. Mais est-ce vraiment dû aux arbres en eux-mêmes? Ça, c'est moins sûr. Les études menées par les scientifiques qui prônent la sylvothérapie ne sont pas du tout réalisées avec de bonnes méthodes. Déjà, on pourrait discuter pas mal de temps sur l'utilisation du taux de cortisol comme seul indicateur du stress, alors même que les scientifiques discutent encore pour comprendre les multiples effets biologiques du stress. Une approche plus juste devrait au minimum utiliser plusieurs biomarqueurs et abondamment discuter de la raison de leur choix et leur pertinence. Ensuite, l'échantillon étudié n'est pas varié, et qui plus est, il est très faible. Ajoutez à ceci la difficulté de mesurer le taux de cortisol, hautement variable entre les sujets et pendant la journée, on soupçonne que les résultats ne peuvent pas être généralisés sur l'ensemble de la population. De plus, la plupart des études ne parlent pas des facteurs confondants, comme l'exercice par exemple. Faire de l'exercice, quel qu'il soit, pourrait être responsable du changement dans le taux de cortisol. Bref, c'est un peu plus complexe que ça en a l'air. Alors si je peux me permettre, n'hésitez pas à aller vous promener dans la nature. Faire de la marche, de l'exercice, qui plus est dans un cadre agréable, c'est forcément bénéfique, au moins pour votre morale. Mais attention malgré tout, câliner des arbres ne va pas vous soigner. Pire encore, cela pourrait s'avérer carrément dangereux. En effet, les troncs d'arbres pullulent de lichens, de mousses et d'insectes en tout genre qui risqueraient de vous donner de fortes démangeaisons. Enfin après, c'est vous qui voyez, hein. Et voilà, c'est fini, j'espère que vous avez apprécié. Je rappelle qu'aucun jugement n'est porté lors de cette vidéo et que si ces pseudomédecines vous aident au quotidien, tant mieux pour vous. Mais si vous souffrez d'un problème plus grave que le nez qui coule, consultez un médecin. Et si vous voulez prévenir un cancer, les bons vieux conseils tiennent toujours. Arrêtez l'alcool et le tabac, faites du sport, évitez de manger trop de viande rouge et mangez plus de légumes. Enfin bref, vous connaissez le principe. Merci à tous pour votre soutien, n'oubliez pas de partager l'épisode et surtout abonnez-vous. À bientôt!